28 novembre dernier, au bout de sa fusée, Mariner 4, bourré d'instruments, quittait le Cap Kennedy pour la planète Mars. 228 jours plus tard, au terme d'un fantastique voyage de 520 millions de kilomètres, le petit laboratoire prenait les premières photos de la planète rouge. Les radiotélescopes de Johannesburg en Afrique du Sud, Woomera en Australie et Goldstone en Californie ont recueilli 21 fois les 40 000 signaux qui permettent de reconstituer un cliché. Enregistrés sur bande magnétique, ces signaux doivent être analysés et traduits en points plus ou moins foncés, dont l'assemblage formera la trame de chaque photographie. Un travail long et minutieux, mais dont les premiers résultats permettent aux spécialistes d'affirmer qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, que la radioactivité y est intense et l'atmosphère beaucoup moins dense que sur la Terre. Quant aux Martiens, rien ne permet encore d'en nier l'existence. Il n'y avait déjà plus de Pyrénées, il n'y aura désormais plus d'Alpes. Le tunnel du Mont Blanc a été inauguré par le général de Gaulle et M. Giuseppe Saragat, président de la République italienne. Après 6 années d'efforts, la montagne est vaincue. Aujourd'hui, le plus long tunnel du monde s'étire sur 11 600 mètres de long et sur 7 mètres de large. L'éclairage, d'abord brillant, diminue au fur et à mesure que l'on s'enfonce au cœur de la montagne, où la frontière est symboliquement tracée. Limités dans leur vitesse, les automobilistes rouleront sous une voûte de 6 mètres, sillonnée par 4 conduits chargés d'assurer la ventilation de la galerie. Les deux chefs d'État ont rendu hommage aux efforts et aux talents de tous ceux qui, par cette magnifique réalisation, ont permis de relier le Val d'Aoste à la vallée de Chamonix. À Vichy, la semaine franco-africaine et malgache a été clôturée par la journée de la coopération sous la présidence de M. Triboulet. Le ministre délégué chargé de la coopération s'est tout particulièrement intéressé aux différentes expositions qui ont présenté de nombreux aspects de la vie sur le continent noir. Des œuvres, dues pour la plupart à des auteurs anonymes, figurent parmi les plus beaux exemples de l'art africain. Au palais d'été à Corfou, le roi Constantin de Grèce et la reine Anne-Marie ont présenté à la presse la princesse Alexia sous le regard attendri de la reine Frédérica, de la princesse Irène et de la princesse Margrethe de Danemark. Mais le roi Constantin ne peut sans doute savourer pleinement le bonheur d'être père, car à Athènes, le jour de son départ, le premier ministre démissionnaire, M. Papandréou, a été l'objet de la sympathie bruyante de ses partisans qui n'ont pas caché leur hostilité au régime. Son successeur, M. Athanasiadis Novas, ne bénéficie manifestement pas de la faveur populaire. Le 16 juillet 1945, un énorme champignon de nuées ardentes annonçait au-dessus du désert du Nouveau-Mexique le début de l'ère atomique. Tout avait commencé en 1896, le jour où, posant par hasard une plaque photographique sur des éléments d'uranium, Becquerel découvrait qu'elle était impressionnée. L'uranium émettait donc un rayonnement. 2 ans plus tard, Marie et Pierre Curie parvenaient à isoler un élément prodigieusement actif, le radium. Dans des conditions matérielles précaires, ils venaient de découvrir la radioactivité. Un premier voile était levé sur les secrets de la constitution de la matière. Avec sa femme Irène, Frédéric Joliot-Curie découvre en 1934 la radioactivité artificielle, puis la possibilité de fission de l'uranium. Ainsi se réalisait le vieux rêve des alchimistes. Ainsi se trouvait vérifiée l'équation posée en 1905 par Einstein. Aussi, en 1939, fait-il savoir au président Roosevelt qu'il est possible de fabriquer une bombe atomique. Une énorme usine va s'édifier à Oak Ridge dans le Tennessee. Pendant 4 ans, 30 000 personnes vont y travailler patiemment à analyser et à contrôler la désintégration de l'uranium. Ce sont les premières manipulations. Les gestes sont prudents, calculés.
Robert Oppenheimer, assisté d'Enrico Fermi, dirige les travaux. Des travaux qui trouveront leur tragique aboutissement dans le ciel d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans cette course, la France a pris du retard. Mais à la fin de la guerre, elle entreprend de refaire le terrain perdu. Dès 1946, le commissariat à l'énergie atomique est créé et, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, s'attelle à la tâche. Zoé, la première pile française, voit le jour. Début bien modeste encore, mais qui préfigure l'important complexe de Saclay. Puis, Francis Perrin donne une nouvelle impulsion à la recherche atomique. Des cyclotrons, des accélérateurs de particules sont installés. Les piles deviennent de plus en plus puissantes. Insensiblement, on passe du stade expérimental à celui de la production industrielle. Et bientôt, les ensembles de Marcoule et de Chinon permettent d'entrevoir le jour où l'énergie d'origine atomique viendra compléter la production des centrales thermiques et hydrauliques dont les possibilités d'extension sont limitées. Plusieurs milliards de kilowattheures sortent déjà des alternateurs de Chinon et ce complément essentiel ne pourra que s'amplifier puisque la consommation d'électricité double à peu près tous les 10 ans. Dans le domaine de la navigation, la relève est en marche. Une centaine de sous-marins à propulsion atomique, capables d'effectuer plusieurs tours du monde sans ravitaillement, sillonnent déjà les mers, et on se souvient de l'exploit du Nautilus sous la calotte polaire. En surface, le cargo expérimental Savannah préfigure les navires de la fin du siècle qui ne pourront plus souiller le sable des plages. La locomotive atomique est pour demain, l'avion pour après-demain. Le champ des applications est pratiquement sans limite. C'est l'atome qui a permis, par exemple, la vérification des soudures du paquebot France lors de sa construction dans les chantiers de Saint-Nazaire. Forts de leur expérience en matière d'explosion souterraine, les Américains envisagent de creuser à coups de bombe le futur canal entre l'Atlantique et le Pacifique. En agriculture, l'atome se comporte comme le plus actif des stimulants, et les essais de germination accélérée ont donné des résultats stupéfiants. Aussi spectaculaires sont les effets de l'irradiation pour conserver les légumes. Des pommes de terre soumises aux rayons gamma sont aussi fraîches 18 mois plus tard qu'à leur récolte, alors que le tubercule non traité s'est littéralement fossilisé. Mais c'est encore au service de la santé que l'industrie nucléaire peut rendre d'immenses services. L'ingestion d'une solution radioactive parfaitement inoffensive permet par exemple de déterminer la surface lésée avec une précision géométrique. Quant au bêtatron, qui n'est autre qu'un accélérateur d'électrons, il autorise le traitement des tumeurs les plus profondes. Ainsi, tous les espoirs d'une vie meilleure nous sont permis, dans la mesure assurément où les hommes utiliseront avec sagesse cette énergie nouvelle. Et tout cela parce qu'en 1898, un couple de savants français, avec un matériel à décourager le moins difficile des stagiaires de laboratoire, découvrit dans un simple caillou la plus formidable des réserves d'énergie.